Toyota est de retour au sommet des 24 heures du Mans. La marque japonaise a remporté la 94e édition du double tour d'horloge sartois le week-end dernier en dominant dans un dernier duel BMW M-Team WRT et Cadillac Team Jota dans un final à 3 marques où finalement Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nick De Vries ont replacé le constructeur japonais sur la plus haute marche du podium. Après 3 années de domination de Ferrari, les 24 heures du Mans et le débriefing complet de cette épreuve sont au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent Thibault, nous sommes donc mardi 16 juin, nous sommes au surlendemain de cette 94e édition des 24 heures du Mans avec, Laurent, je vais commencer avec toi. Donc Toyota qui a replacé sa TR010 hybride, une grosse évolution de la GR010 hybride que nous avions vue ces dernières années, au sommet de la hiérarchie sur le double tour d'horloge sartois. Face, Laurent, à une opposition, bien plus affûtée que lors des précédentes victoires de Toyota, hein. Le constructeur japonais n'avait pu empêcher Ferrari ces 3 dernières saisons de l'emporter. Et là, face à cette fois, les LMDH, hein, que sont, BMW et Cadillac, la lutte entre Kamui Kobayashi, Nick De Vries et Mike Conway et pour finir la BMW, de Sheldon van der Linde, René Rast et Robin Frings a tenu en haleine, jusqu'au bout puisqu'il n'y a que 10 secondes, un petit peu plus de 10 secondes à l'arrivée, Laurent. On va parler globalement d'abord de la performance de Toyota qu'on a vu pas forcément les plus rapides, depuis la journée test. Mais comme le disait Sébastien Buemi hier après l'arrivée, le clan Toyota a principalement travaillé pour la course et encore une fois, a décalé sa stratégie, Laurent, pour, mener la course à son propre train. Ouais, salut à vous. Donc, on a encore les prototypes qui répondent à la réglementation technique LMDH vont devoir encore patienter au moins un an de plus pour essayer de retrouver pour essayer de trouver la plus haute marche du podium. Puisque comme l'année passée, on a en tiercé de tête LMH, LMDH, LMH. Même si Toyota remplace Ferrari, alors on reste chez les rouges. Mais on est passé de l'Italie au Japon et on reste en Allemagne pour la deuxième place, mais on est passé de Porsche à BMW. Comme tu l'as dit. C'est sûr que Toyota a décalé sa stratégie dès le début. On a quand même eu plusieurs phases, hein, avec une première phase quand même qui était plutôt à l'avantage de BMW en début de course. Après, on a vu quand même, enfin au départ du moins, et après on a vu quand même la Toyota numéro 8 aussi prendre aussi un petit peu l'avantage avant la soirée et la nuit qui a été plutôt favorable à Cadillac. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, je pense qu'on y reviendra. Et dans le final, c'est la numéro 7 qui gagne et c'est la numéro 7 qui a quasiment passé le moins de tours en tête de course. Parce que je crois qu'elle a une cinquantaine de tours en tête de la course contre plus de 100 pour la Cadillac numéro 12. Donc on s'attendait pas forcément à avoir cette numéro 7. Même la numéro 8 a, je crois, une trentaine de tours de plus. Chez Toyota, on a travaillé pour la course. On a dû, je pense, bosser encore plus qu'avant. Cette victoire, elle fait un peu taire les polémiques du passé où Toyota gagnait toujours sans concurrence. Bon, là, la concurrence, on peut dire quand même, elle était là, même si on a quand même que, je pense, 3 marques composées sur la course, hein, Toyota, Cadillac et BMW. Le reste était un petit peu en second couteau et on en a même qui était encore plus derrière. Thibaut, je me tourne vers toi. Toyota a eu ces 2 flèches, hein, ces 2 voitures pour, jouer la gagne, la numéro 7, la numéro 8 pardon, face à BM et Cadillac. Ça n'a pas été une course sans pépin pour le clan japonais puisque si la stratégie a été, plutôt bonne, hein, de décaler les voitures en début de course, il y a quand même eu, quelques pépins. On sait qu'il y a eu une vis, d'un tambour de frein qui a dû être changée sur la numéro 8. La numéro 7 a eu un problème de capteur de couple qui l'a un temps fait passer en mode dégradé. Bon, ça n'a pas été une course parfaite à tout point de vue pour Toyota, mais est-ce que l'exécution, est-ce que l'expérience aussi de Toyota de gérer ces situations a joué selon toi? Juste avant que Thibaut réponde, Pierre, on peut peut-être rappeler quand même que la Toyota n'est pas équipée de freins à tambour, hein. Non, 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 c'est évidemment, évidemment, c'est juste évidemment plus la coque qui entoure le système, évidemment. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait Lolo, c'est oui, c'est une victoire LMH. Par contre, on peut pas dire que les LMH aient éteint les LMDH cette année. Clairement pas. Et oui, on peut regarder les moyennes. Toyota est très bien. Toyota a maîtrisé son sujet, mais on peut vraiment voir que Cadillac et BM ne sont pas loin. On a vu une Cadillac à l'aise dans les conditions chaudes, et ça a été le premier enseignement de la journée de samedi. Effectivement, ils ont eu l'intelligence de se décaler pour être dans l'air propre, comme on dit. On sait à quel point la Toyota, et on a pu le voir à diverses reprises, elle est de par un manque de puissance et de vitesse de pointe, elle est un petit peu à la peine en duel face à certaines de ses concurrentes, même si c'est mieux cette année que l'année passée.
Et voilà, donc en fait, c'est vrai que le samedi, on s'est dit, si ça reste serré et que le dimanche il fait très chaud comme c'était prévu, ça pourrait tourner à l'avantage du constructeur japonais. Comme le disait Lolo, ils ont super bien bossé, c'est une très belle voiture et après en exécution, ils ont été très forts. Et ils ont eu une force en fin de course que les autres n'ont pas eu, c'est que ça a été le seul des trois prétendants à la victoire qui pouvait compter sur deux autos. Et ça, je pense que ça leur a servi. Ça a été aussi un travail d'équipe. La numéro 8 a vraiment contribué au succès de la numéro 7. Et à la fin, le résultat, on le connaît. Après, pour rebondir sur les petits soucis qu'ils ont rencontrés, la différence entre les deux, elle s'est faite là-dessus. Et la 8 en a connu plus que la 7. Après, est-ce que c'est possible de faire 24 heures sans aucun souci? Je pense que c'est pas possible. Donc la 7 a eu des petits soucis, la 8 des soucis un petit peu plus conséquents. On a eu Brendan Hartley qui a fait un tout droit, il y a eu un drive rouge, je crois, pour un non-respect de full course yellow. Ouais, Ryo Et Hirakawa il y a bien avant la évidemment eu mi-course. le souci dont tu as parlé le dimanche matin, qui a été forcément le plus chronophage. Donc ça a décalé un petit peu les séquences de ravitaillement des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça a tourné à l'avantage de la numéro 7, puisque en fin de course, elle s'est retrouvée avec, on va dire, les bons pneus au bon moment, là où la 8 a dû à un moment changer de monture pneumatique. Chapeau Toyota, comme le disait Laurent, moi j'ai jamais vraiment apprécié ces critiques des faux analystes qui disaient ah mais Toyota ils sont incapables de gagner quand il y a de la concurrence. C'est vraiment fermer les yeux sur ce qui se passe chaque année et sur les différents scénarios. Moi je pense que cette victoire est totalement méritée. Faudra attendre encore un an minimum pour voir une LMDH gagner, mais c'est pas on peut pas dire qu'il y avait un écart colossal entre les deux plateformes au vu des performances de Cadillac et de BMW. Toyota Thibaut qui égale Bentley au palmarès avec 6 victoires. Quand on va mentionner la première victoire de Nyck de Vries, Thibaut, puisque Kamui Kobayashi et Mike Conway s'étaient déjà imposés il y a quelques années. Mais Nyck de Vries, lui, ouvre son palmarès. On l'a vu très très ému, évidemment, à l'arrivée. C'est aussi une récompense pour le néerlandais qui est passé par la Formule 1, on le connaît par ce biais également, qui a réorienté sa carrière sur l'endurance et c'est enfin la récompense pour le pilote hollandais. Ouais, bah, et c'est une juste récompense, hein. Il a fait le job, tout comme Mike Conway a fait le boulot, même si, il n'a pas la pointe de vitesse qu'il avait par le passé. Et Kamui Kobayashi a été égal à lui-même, hein. Kamui, on sait que des fois, ça passe ou pas. Et là, c'est passé. Il a notamment, j'ai le souvenir, et c'est là où on voit, on y reviendra après, sur le nouveau visage hein, de l'endurance et ces nouveaux types de courses auxquels nous assistons. Maintenant, c'est très compliqué hein, de doubler. On se retrouve avec des manœuvres de dépassement qui sont assez osées. Et notamment, on a vu un dépassement, je crois, de Kamui Kobayashi sur une BMW à Arnage qui était, enfin, je veux dire, je pense qu'Henri Pescarolo, quand il a vu ça, ça lui a rappelé des mauvais souvenirs. C'était sacrément osé, mais non, ils ont tous été assez irréprochables. Et surtout, ce que j'apprécie chez Toyota, c'est cet esprit d'équipe hein, qui règne entre les 6 pilotes, euh, des pilotes d'un même équipage et entre les deux équipages. Et notamment, on a vu en fin de course un Brendan Hartley très sévère avec lui-même qui disait attendez les gars, j'y arrive pas, faut remettre Seb dans la voiture. Il avait été très très, mais bon, c'est en tous les cas d'une grande humilité de reconnaître quand on est dans un petit peu moins bien. Donc bravo à lui, mais non, tout a été vraiment parfaitement orchestré. Et je pense aussi qu'on peut souligner aussi ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, parce que dans le passé, c'était toujours Pascal Vasselon qui était un petit peu à la tête, et que maintenant, on a quand même David Fleury, et que David, bon, après, c'est une course française, il est français, il est directeur technique de Toyota Racing, mais après, à l'arrivée, on était quand même pas mal de journalistes à vouloir recueillir ses propos, et les pilotes, les vainqueurs, et ceux qui ont terminé troisième, donc chez Toyota, sont rentrés dans le réceptif Toyota avec le trophée à la main, et finalement, il y avait plus d'engouement pour aller voir David Fleury que pour aller voir les pilotes vainqueurs, et pas que des médias français d'ailleurs, hein, même aussi des médias étrangers. Donc, je pense aussi qu'il faut quand même souligner aussi, je pense, le travail qui a été fait en amont par David et son équipe, parce que je pense que c'est pas un programme très très simple à gérer, même s'il était dans l'organigramme avant. C'est une belle satisfaction personnelle pour lui. Enfin, Thibaut, je Oui, sais pas ce que tu en penses, mais ne l'interprétez pas de la mauvaise façon. Je peux vous dire que Pascal Vasson, il n'a pas fermé l'heure de la nuit. Il était dans l'hospitalité Toyota, il a tout suivi. C'est lui qui a fait confiance à David dès le début. C'est lui qui l'a promu à ce poste-là. C'est lui il a toujours estimé que David serait son digne successeur et il l'est. Pascal Vasson a aussi un petit rôle à jouer hein, dans cette victoire, même s'il n'est plus directement impliqué dans le programme Hypercar, mais qu'il est toujours chez Toyota. Toute cette structure, c'est lui qui l'a bâtie avec David. Et moi, très très vite, il m'a dit de toute façon, David a toutes les qualités pour me succéder, ça ne fait aucun doute. Et même quand il est parti, il m'a dit Thibaut, c'était écrit depuis toujours. David sera à ce poste-là, il fera un boulot remarquable. Et même ces dernières années, je peux vous dire que Pascal,
Ça lui fondait le cœur de voir l'équipe se faire battre par Ferrari pour diverses raisons. Et ça lui fondait le cœur aussi pour David. Ça a été un super duo et David, comme tu le dis Laurent, a vraiment brillamment repris le flambeau de Pascal. On va pas être chauvin, hein, ça passe d'un Français à un autre et on a des gros cerveaux en sport auto en France et on ne peut que s'en réjouir. Et Toyota, messieurs, qui a dû donc affronter dans les derniers instants BMW avec Team WRT qui signe son meilleur résultat au général, aux 24 heures du Mans, avec cette deuxième place. Il a manqué presque 11 secondes, donc on le disait 10 secondes 9, à la numéro 20 de Sheldon van der Linde, René Rast et Robin Frings pour offrir une deuxième victoire à BMW sur l'épreuve des 24 heures du Mans. La seule victoire remonte à 1999. La voiture était très rapide, très bien exploitée durant toute la course, quasiment pas d'erreur. Vincent Voss, Laurent nous disait aucun regret à avoir. Il n'a pas manqué grand-chose pour le clan BMW. Laurent, pour toi, c'est quoi? C'est une occasion manquée selon toi pour les troupes de Vincent Voss? Ou il faut aller voir le manque des 11 secondes ailleurs? Déjà, si tu gagnes pas la course la plus importante au monde, c'est forcément une occasion manquée, surtout quand tu as l'occasion de pouvoir la gagner. Si tu es un constructeur qui pèse aucun rôle sur la course, je pense que c'est pas la même. Mais là, quand tu es en mesure de gagner, par contre, BMW a perdu une voiture très tôt, quand même, pour la gagne, avec celle de Dries Vanthoor, qui s'est accroché avec une LMP2. Et ça a forcément mis à mal et ça a certainement bouleversé aussi un petit peu le cours des choses. Maintenant, on a discuté aussi à l'arrivée avec Pierre Dieudonné, qui a quand même une colossale expérience des 24 heures du Mans. Ouais, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Là, t'as mené quand même pas mal de courses, même si chez BMW, on n'est pas le constructeur qui a mené le plus de courses, puisque c'est Cadillac qui a été le plus souvent en tête des 24 heures du Mans. Mais oui, c'est une occasion manquée quand tu connais la difficulté de cette course-là. Peut-être que ça se représentera pas. Peut-être que l'année prochaine, ce sera différent, que BMW abandonnera, ou peut-être que BMW gagnera. Mais bon, quand tu finis deuxième à 10 secondes d'une course de 24 heures, que tu as l'occasion de la mettre au fond, quand on connaît la complexité et l'argent aussi investi par BMW et par WRT sur ce programme-là, ça commence à payer un petit peu aux États-Unis, ça a payé à Spa en WEC, mais il faut arriver à accrocher cette fichue victoire 24 heures du Mans et ce ne sera pas encore pour cette année. Thibaut, la BMW a eu une avance très conséquente dans la matinée jusqu'à l'accident de Ayan Guven, avec le seul gros accident de la course, avec la Porsche Manthey à la sortie de la première chicane. Et là, la neutralisation a annihilé cette avance. Sans ça, est-ce que Toyota aurait pu revenir selon toi? C'est compliqué à savoir, mais oui, c'est sûr que ça n'a pas tourné, ce fait de course n'a pas été à l'avantage de BM. Après, Lolo, il le dit à juste titre. En fait, j'ai envie de vous dire, si en début d'année, on avait presque demandé à BM, vous allez vous battre pour la gagne aux 24 heures du Mans, vous signez pour la deuxième place à 10 secondes, je pense qu'il l'aurait fait. Maintenant, là, et après la montée en puissance que l'on voit cette année, après, voilà, au départ, encore une fois, en début d'année, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais attends, mais c'est pas possible, cette voiture, elle est ratée, l'Evo, elle est ratée. Et au final, il prouve, après Spa, que non, ce n'est pas le cas et que tout le monde progresse. Alors voilà, forcément, il y a forcément des regrets quand on passe à 10 secondes d'une victoire aux 24 heures du Mans. Simon Pagenaud nous le confie encore récemment. Il y pense tous les matins en se levant. À cette édition 2011 qu'il perd pour 13 secondes. Mais c'est aussi un super souvenir pour lui. Donc après, je pense que Vincent Voss est sincère dans l'après-course quand il dit j'ai pas de j'ai pas de regrets. Toyota a fait une super course. D'ailleurs, j'ai trouvé sa réaction excessivement fair-play. Toyota a fait une super course. Ils méritent leur victoire et il a pas de regrets. Enfin, quand vous voyez, quand vous voyez les débuts de ce programme Hypercar de BMW avec WRT, on en attendait monts et merveilles, on a sous-estimé la tâche que c'était. Et là, ça commence à marcher. Pour moi, je vois que du positif pour BM, de la frustration, évidemment, parce qu'on ne peut pas, quand on est passé aussi proche, on ne peut pas ne pas en avoir. Mais moi, je trouve que, en fait, on va y venir après, j'imagine. Je pense que Cadillac a beaucoup plus de raisons d'être déçu que BM quand on voit les dernières années. Faut pas se souvenir, par exemple, en 2023, la Cadillac, elle est déjà sur le podium. Hein. Là, Cadillac, ils repartent sans podium. Et Cadillac, ils ont vraiment la sensation d'avoir laissé passer une opportunité de gagner. Et quand je vois les premières années du programme, bah, je pense que Cadillac a beaucoup plus de raisons d'être frustré que BM parce que là, BM, ils sont enfin en train de montrer, hey, les cocos, on est là. Et honnêtement, hein, BM sur le reste de la saison, va falloir les surveiller hein, parce que ça y est, je pense que la machine est lancée. J'ai envie de dire Dries Vanthoor, il a fait du Dries Vanthoor. J'ai tellement de respect pour le bonhomme, il est capable de sortir des tours absolument stratosphériques.
il est peut-être pas fautif dans le contact, chacun fera sa propre analyse, mais en tous les cas, c'est frustrant parce que je pense qu'en fin de course, le fait de n'avoir plus qu'une des deux autos, ça a été préjudiciable aussi pour BM. Mais voilà, en tous les cas, pour moi, BM, c'est un des grands gagnants de cette édition, même s'ils ne sont que, entre guillemets, deuxième. C'est un des grands gagnants de cette édition et je pense que c'est super, c'est de bon augure pour la suite. Mais c'est sûr, comme tu le dis, hein, je pense que chez BMW, chez WRT, se battre comme ça et terminer à 10 secondes, je pense qu'on aurait signé de suite. On va passer à Cadillac, messieurs, le clan Cadillac, qui a brisé le cœur de sans doute de beaucoup de monde, dans la Sarthe le week-end dernier avec, on va commencer, par la numéro 38, avec la voiture du team Jota de Sébastien Bourdet. Associé à Earl Bamber et Jack Aitken, la voiture qui a été aux avant-postes durant de longues minutes avant ce problème de direction assistée durant la nuit. Laurent, tu étais à cette fameuse, ce fameux point média qui a été organisé, autour de Sébastien Bourdet pour recueillir ses impressions. Le Français était forcément, plus que très déçu. Comment en fait, arriver à passer outre une telle déception? On sait que Sébastien a manqué plusieurs fois de gagner la course. On sait que les années, passent et c'était peut-être l'année là où tout était réuni. Est-ce que le rebond sera facile? Je suis pas sûr parce que comme il l'a très bien expliqué, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même une situation qui laisse des traces. Tu es en mesure de gagner les 24 heures du Mans, tu es né au Mans, tu as tout fait au Mans. Alors OK, il y a eu une période où il a pas roulé de par ses autres activités. Là, tu reviens, tu es dans la caisse qui peut gagner, tu as tout ce qu'il faut, toutes les planètes sont alignées et tu as une pièce à 2 balles qui fait qu'il gagne pas les 24 heures du Mans. Alors après, oui, il est venu parler. Après, je peux me tromper, mais je pense que personne l'a obligé à venir parler parce que je pense que s'il n'était pas venu parler, personne aurait relevé le truc. J'avoue que c'était assez intense et assez émotionnel enfin, même lui, on a bien vu quand il est rentré dans la pièce que tu avais une vingtaine de journalistes qui avaient tous posé un téléphone sur la table pour l'écouter parler. Je pense que c'est pas forcément facile. On a bien vu dans ses propos, dans la façon de parler. C'est quelque chose qui laissera des traces. Et puis, même si, pour moi, ça fait toujours partie des pilotes de référence en hypercar et en endurance, il a 47 ans. Il y a des jeunes qui poussent à la porte. Même si d'un point de vue perfo et d'un point de vue sécurité, c'est toujours quelqu'un sur qui tu peux compter. Mais arriver à se remettre comme ça et à retrouver la motivation et surtout à essayer de retrouver la même position l'année prochaine, pour gagner. Quand tu sais comment c'est compliqué, on l'a vu tout à l'heure avec BM par exemple, je pense que oui, il a clairement dit que ça laissait des traces et je pense que ça laissera des traces sur le plan personnel et je sais pas, ouais, c'est pas simple, hein. Je sais bien que c'est des pilotes qui sont rodés pour parler, qui sont rodés pour s'expliquer, pour communiquer. Quand t'as un peu le ciel qui te tombe sur la tête à quelques kilomètres de l'endroit où t'es né, alors que là tu peux la mettre au fond et que t'es passé déjà au moins 3 fois deuxième, pas simple, hein. Ouais, moi, cette image, elle m'a brisé le cœur. Honnêtement, à l'image, on le voit au fond de son stand avec son papa qui s'est consolé après avec Jack Aitken qui vient. J'ai été étonné, enfin étonné, c'est mérité, entre guillemets, hein, quand on connaît le bonhomme. Seb, c'est un mec entier et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des textos en me disant, mais l'image m'a fendu le cœur. Et notamment des gens qui connaissent bien, hein, et des Benoît Tréluyer, des Romain Dumas. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup, hein, qui espéraient voir Seb gagner. Moi, Seb, j'ai pas trop de doutes quant à sa motivation. Là, j'avance. Oui, ça laisse des traces parce qu'il a bien senti il avait entre les mains un outil qui lui permettait de réaliser son rêve. En fait, les cartes sont dans les mains de Cadillac et Jota. Et moi, je suis désolé quand je vois encore la performance de Seb cette année, et notamment de nuit où il a été particulièrement remarquable. Alors oui, c'est peut-être pas, peut-être qu'il a pas, quand on regarde, ça a peut-être pas été le pilote Cadillac le plus en vue. Ce serait une erreur de la part de Cadillac et Jota de le laisser partir, clairement. Donc on verra ce qui se passe dans les mois à venir, mais ce serait une grosse bêtise. Après, moi, il y a des trucs qui m'ont un petit peu chagriné dans ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'équipe, et notamment, voilà, c'est à lui qu'ont été confiées les qualifications. Oh, le mec, il a fait deux premières lignes de suite en 24 et 25 et vous le mettez en qualification. Alors oui, hein, on a un Jack Aitken à côté qui est actuellement, je pense, au sommet de son art et qui a été à mes yeux un des grands bonhommes de la semaine. Mais bon, je sais pas, il aurait peut-être au moins fallu faire Seb en Hyperpole 1. Au final, ça a rien changé, on s'en fiche. Mais je trouve que c'est pas forcément un super signal envoyé à son égard. Mais voilà, moi, tout ça pour dire que Seb, en tous les cas, c'est un mec qui a une intelligence de course, c'est un mec qui a une intelligence au niveau du setup, c'est un pilote ultra complet comme il y en a peu sur la planète. Et ce serait pour moi une bêtise de le retirer aujourd'hui. Moi, je pense que Seb, vous lui dites, tu repars pour un an en hypercar à 48 ans quand vous voyez le rythme encore qu'il a et la forme physique qu'il a. Pour moi, ce serait une bêtise de le laisser partir.
Et si je peux mettre un petit coup là. C'est plus, enfin ça c'est mon avis personnel, mais dans des situations comme ça, quand tu vas avoir un pilote, alors ça reste un être humain, hein, même si c'est un pilote qui est payé pour rouler, qui est payé pour s'exprimer. Mais à un moment, il faudrait peut-être aussi éviter d'arrêter de lui poser des questions à la con. Le fait de lui poser enfin, quasiment en première question, de lui dire, ouais, vous avez dit depuis le début de semaine que vous étiez, que votre voiture, elle était bien, que vous pouviez gagner. Peut-être qu'en fait, c'est pour ça que c'est parce que vous l'avez dit que vous n'avez pas gagné. Bon, c'est un peu, je prends le contexte et tout. Si je résume un peu la question qui a été posée, là, tu dis, putain, t'as juste envie de prendre la porte et de te barrer, quoi. Et en plus, qu'est-ce que tu veux poser à un mec, Seb Bourdet ou un autre, après ce qui lui est arrivé? Bah, je veux dire, c'est pas simple parce que tu es obligé forcément de revenir sur l'abandon, tu as forcément des émotions. À un moment, il est obligé d'arrêter de parler parce que tu sens que ça va pas, et ce qu'on peut comprendre tout à fait, hein. Et à un moment, je pense qu'il faut avoir un minimum je sais pas, un minimum de décence. C'est pas un one-to-one. Il y a des questions, tu dis, non, mais ça, il y a eu deux, trois questions là. Pouf, tu dis, bon, voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. No comment, je vais me mettre des gens à dos. On va revenir à la piste, messieurs, avec la seconde Cadillac, la numéro 12 de Norman Nato, Will Stevens et Louis Delétraz qui, elle, a joué la victoire hein, jusqu'au bout. Il n'en a pas manqué énormément pour la voiture. Elle aussi n'a pas eu de réussite avec un full course yellow, hein, puisque à la fin du full course yellow, la voiture était encore dans la voie des stands. Donc effectivement, les autres voitures, elles, ont pu repartir à vitesse, de course et ça a forcément fait perdre du temps au trio. On avait Will Stevens très, très incisif, tout comme ses 2 équipiers, sur les dernières, minutes pour essayer de combler l'écart, mais ça n'a pas suffi et au final 32 secondes séparent, cette numéro 12 de la Toyota numéro 7. On a vu les Cadillac Thibaut passer les pneus tendres, quasiment les 1res, hein, avec, à l'arrivée de la nuit et être très, très performantes. Et tout au long de la semaine, ces Cadillacs ont vraiment été, on les attendait déjà, dès la journée test. Elles ont répondu présentes et en course, ça a été la même et là, c'est le scénario, on va dire, qui n'a pas tourné en faveur du clan Jota. Ouais, et moi, ce que j'ai aimé dans la mentalité Cadillac, c'est qu'aujourd'hui, l'essence d'essai libre, il n'y a rien de plus ennuyeux parce que on a en plus des gens qui cachent leur jeu et c'est en fait, nous de l'extérieur, c'est très très compliqué d'en tirer un quelconque enseignement. Et ce que j'ai aimé, c'est que Cadillac a été aux avant-postes tout du long, que ce soit la journée test, que ce soit les essais libres, que ce soit la qualif où ils perdent leur pole position. Et ça, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Cadillac a été fort, il leur en a manqué. Encore une fois, est-ce que le fait qu'il y ait qu'une voiture en fin de course à jouer, bah oui, peut-être. Wayne Taylor a été plus présent que l'an dernier, clairement, il n'y a pas photo. Pas au niveau de Jota, et surtout, mon Dieu, le nombre de pénalités de dimanche matin. Je crois qu'ils en ont écopé de pas mal, et c'est aussi, c'est sûr que ça n'a pas servi le clan américain. Mais non, ils ont fait une super course. Les pilotes de la 12 ont été exemplaires. Puis à un moment, c'est un petit peu la course qui décide de son vainqueur. Mais non, vraiment, je pense que, encore une fois, Cadillac a plus de raisons d'être frustré que BMW. Je ne doute pas un seul instant qu'ils auront encore une chance l'année prochaine. Mais la 12, ils ont vraiment pas grand-chose à se reprocher. Et puis voilà, Cadillac a été aussi un des grands acteurs de cette édition. Et comme le dit Will Stevens, après la course, on méritait à minima un podium. Et il a raison en disant à minima. Toyota a été le plus fort, mais vraiment, Cadillac n'a pas démérité. Et ça a été. Ils vont y arriver, j'en suis sûr. Bah, Cadillac a quand même mené plus de la moitié de la course, hein. Je crois que c'est 51% pour Cadillac, 33 pour Toyota, 15% je crois pour BM. Évidemment, on est un peu chauvin, mais ça aurait été bien aussi pour Norman Nato qu'il arrive à la gagner. Ça aurait été bien pour Louis Delétraz qui, il y a un mois et demi encore, n'était pas confirmé. Et je pense que Cadillac et Jota feraient bien de voir un peu si Alex Lynn, si on voit pas Alex Lynn chez Cadillac. Cadillac ferait bien de penser à Louis Delétraz pour faire une campagne complète. Et comme le disait Thibaut tout à l'heure, j'espère quand même que Cadillac, je crois que Seb, il est en fin de contrat avec Cadillac. Et j'espère franchement qu'il sera prolongé parce que le mec a toujours sa place. Même si, quand il a parlé, il disait quand même, il dit, depuis le début de semaine, on n'arrête pas de me dire au Mans que je suis le plus vieux, je suis le dinosaure, je suis le seul mec qui a fait les 24 heures du Mans encore en action au XXe siècle. Ce qui est vrai, bon, même si c'était 99, hein, donc c'était vraiment à la fin. Mais le mec a toujours sa place sans aucun problème. On va passer, messieurs, dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, au reste du peloton. Laurent va commencer par Ferrari, triple tenant du titre, mais qui n'a pu
défendre, sa couronne. Laurent, dès avant la journée test, on a vu, le clan Ferrari déjà, avancer ses pions, on va dire, sur, une potentielle hiérarchie, sans Ferrari aux avant-postes et un peu plus d'une semaine après, beh, la prédiction s'est un petit peu réalisée puisque, en termes de performance pure, on n'a jamais vu les Ferrari jouer le top 3, hein, très clairement. La numéro 50 a connu un problème d'extincteur dans la nuit avant d'être définitivement éliminée par, un souci visiblement électronique dans la matinée. Tous les espoirs du clan italien ont reposé sur la numéro 51 surtout, qui a été pénalisée en début de course pour un contact avec l'Oreca du numéro 9 Proton Compétition. Mais Laurent, jamais les Ferrari n'ont été en position de se battre. Bah, non seulement elles n'ont jamais été en position de se battre, mais on n'a jamais vu une Ferrari en tête de la course. Donc après ce qui s'est passé les 3 dernières éditions, jamais une Ferrari n'a été en tête des 24 heures du Mans 2026. Alors comme tu l'as dit, dès la journée test. Bon, alors le problème c'est que les déclarations, on sait jamais quel crédit apporter si on suit ce qu'avait dit notamment Alessandro Pierguidi au pesage, qu'un top 5, ce serait déjà un bon résultat, qu'il n'y avait pas possibilité d'aller gagner. Bon, finalement, il y a bien un top 5. Il y aura une interview qui sera publiée sous peu du camp Ferrari. Chez Ferrari, on était content avec ce top 5 par rapport à la performance qu'il y avait. Maintenant, oui, Pierguidi a fait une erreur. On parlait tout à l'heure de Dries Vanthoor, mais Ferrari n'est jamais exempt d'erreur quand même. Et c'est une édition à oublier, hein. Clairement, la 83 qui gagne l'année dernière passe pas en hyperpole, même si bon, l'année dernière, elle était partie aussi quand même assez loin et ça l'avait fait. Mais c'est une édition, je pense que du côté de Ferrari, je pense que du côté de John Elkann, on n'a pas forcément apprécié la prestation globale. Après, il faut en laisser un peu pour les autres, hein. Gagner 3 ans. Mais c'est un petit peu ce que j'allais dire. Puis après, faut être naïf pour ne pas croire qu'ils ont pas pris un petit coup derrière la tête avec la BOP. Pendant 3 ans, ils n'ont pas non plus ils ont eu de la réussite. Hein, il faut pas leur retirer ça. On aurait préféré que tout le monde soit aux avant-postes. Hein. Après, c'est une course auto. Tout le monde ne peut pas se battre pour la victoire. Et c'est sûr que ça a été vraiment une année sans pour Ferrari. La 50, elle abandonne ce problème électronique. Et quand on regarde effectivement, par exemple, je prends juste éventuellement la moyenne des 10 meilleurs tours en course, ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors après, ils sont pas là, mais ils sont quand même la 83. Cet exercice, elle est au niveau d'Alpine, et c'est un petit peu là où on les attendait. Mais même comme tu le disais à juste titre, Lolo, même Antonello Coletta après la course a dit on n'a pas fait la course parfaite que nous voulions faire non plus, clairement. Donc je pense que Ferrari ne s'attendait pas à gagner les 24 heures du Mans. Je pense qu'ils ont pris un petit coup sur la casquette au niveau du WEC, au niveau du championnat du monde, parce que l'abandon à 50, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Donc voilà, ça va être aussi compliqué de conserver son titre, mais après, honnêtement, hein, quand on parle à Ferrari, on a l'impression que les yeux sont déjà tournés vers 2027. Hein. Et 2027, Thibaut, si vous avez lu un petit peu Endurance Info durant la semaine, on devrait avoir une voiture qui va vraisemblablement évoluer avec l'utilisation de quelques jokers pour faire évoluer cette LMH qui, elle, n'avait quasiment pas évolué cette année, contrairement à beaucoup de voitures comme la Cadillac ou la BMW et évidemment la Toyota. Alpine, messieurs, Alpine bah, dans le même wagon que Ferrari, avec la 6e place de la numéro 35 de Antonio Félix da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg. La numéro 36 de Frédéric Makowiecki, Jules Gounon et Victor Martin se termine un petit peu plus loin, la 10e place. Le clan Alpine, on sait, l'édition était très particulière, Laurent, puisque le programme doit s'arrêter sous le nom Alpine en fin de saison. Philippe Sinour, on le sait, ses troupes travaillent pour l'avenir, mais il y avait forcément ce contexte qui était latent pour cet engagement 2026 au Mans. On a vu une voiture qui a connu quelques soucis techniques, hein, des problèmes notamment de température de frein, de maintien de température de frein, ça a forcément joué. Un petit problème au niveau de la barre anti-roulis également pour la 36. Mais il a manqué un petit peu quand même en performance pure, comme disait Philippe Sino, et c'est un petit peu dommage parce que autant en course, voilà, elle a été un petit peu derrière, autant sur un tour, on les a vus en qualif, Laurent, les Alpines étaient quand même très véloces. Ouais, on va retenir quand même la belle perf de Ferdinand Habsburg, qui était à 2 doigts de passer à la trappe fin 2025 et qui finalement a montré quand même de bien belles choses, qu'il fallait compter sur lui, qui a été très solide, très rapide. Charles Milesi aussi sur la 35 a été là. Et puis après, bah ouais, Alpine a toujours été un peu dans le ventre mou du classement, hein, au gré des arrêts. On a vu un peu la 35 au début être pas mal devant. Et après, bah, ça a été un peu compliqué, comme tu l'as dit, il y a eu quelques petits gremlins. On voulait absolument terminer sur une bonne note chez Alpine Endurance Team au Mans.
Oui, les deux voitures sont à l'arrivée. Oui, c'est deux voitures dans le top 10. Bon, maintenant, je pense qu'on espérait un peu plus que le top 10 et il fallait essayer de briller déjà parce qu'il faut séduire pour Philippe Sino pour essayer de faire continuer le programme avec un autre constructeur dès 2027. Et il fallait absolument tout donner. On n'a jamais vu là aussi, on n'a jamais vu une Alpine en tête des 24 heures du Mans, même en fonction des arrêts des uns et des autres. On se souvient qu'il y a quelques années, on avait vu Peugeot en tête des 24 heures du Mans en fonction des stratégies. Et là, par contre, Alpine, Alpine n'a jamais été en tête. Pour moi, Alpine, je peux pas m'empêcher d'être déçu et de le mettre dans le clan des déceptions. C'est la troisième année de la 424 et elle terminera, je suis désolé, pas sur le podium. Donc pour moi, ce programme restera une déception. Et je suis très triste pour l'équipe parce qu'ils se sont battus comme des dingues pour faire revenir Synatex s'est battu vraiment pour faire revenir Alpine au plus haut niveau. Je dirais rien sur les voilà, il y a des soucis sur le plan industriel que je ne maîtrise pas et qui sont vraiment. Mais je trouve ça très dommageable d'arrêter un programme qui fonctionne. La voiture n'a pas été assez constante dans la perf, elle a été par moment, mais pas dans la durée en fonction des conditions et c'est là où notamment Toyota a été fort. Moi je peux pas m'empêcher de mettre Alpine parmi dans les déceptions de cette 94e édition et mention spéciale quand même à Victor Martins hein, pour ses premières 24 heures du Mans qui a été diabolique. Mais moi ouais, je ne peux pas ne pas classer Alpine parmi les déceptions et mais voilà parce que c'est tout un ensemble de choses et au final, bah, 424, on retiendra quoi de sa carrière, sa victoire aux 6 heures de Fuji et c'est tout. Donc je trouve ça quand même décevant. Et qu'on avait un pilote Alpine avec un casque Endurance Info au départ des 24 heures du Mans. Exactement. Et merci Fred encore pour ce chouette clin d'œil et merci Adrien Pavio pour la livrée. Merci à vous deux. Alors la question suivante, déception ou plutôt bonne, prestation des Aston Martin? Thibaut, Aston Martin a encore une fois, déçu en course, très rapide, lors des premiers roulages des journées test et également, en essai sur un tour. Nettement moins performant en conditions de course. La numéro 009 pardon, a connu un souci de ravitaillement en début de course, a également connu un problème, de suspension. La 007 est la mieux classée des Valkyries, en huitième position, mais à 2 tours, hein. C'est la 1re, voiture aussi loin. La voiture a progressé, Thibaut, en termes de chrono par rapport à l'an dernier, hein. On est quand même loin de ce qu'on avait vu il y a 12 mois, mais on est quand même encore loin du compte dans le clan, Aston Martin. Ouais, après, encore une fois, il faut pas oublier que ce programme, c'est le fruit d'une initiative privée, hein. The Art of Racing, le programme Valkyrie n'aurait jamais vu le jour sans la paire Ian James et Newell. En fait, autant tous les constructeurs ont vraiment travaillé pour la course et n'avaient cure des chronos signés à la journée de test, en essai libre, tout ça. Et en fait, Aston s'est aussi amusé à rouler réservoir vide, hein. Et on sait que la voiture réservoir vide est assez diabolique. A contrario, en fait, il y a une énorme différence même si c'est censé être compensé par la BOP, il y a une grosse différence sur cette voiture entre le début et la fin d'un relais parce que c'est clairement la voiture qui consomme le plus. Et donc, c'est celle qui part avec la plus grosse quantité de carburant. Donc, entre le début du relais et la fin du relais, la voiture, je peux vous dire qu'elle se comporte pas du tout de la même façon. Et donc voilà, donc réserve à vide, tout va très bien, que sinon c'est plus compliqué. Donc en tous les cas, moi je ne vois pas cette voiture se battre un jour aux avant-postes pour la simple et bonne raison qu'encore une fois c'est le fruit d'une initiative privée. Il n'y a pas autant d'expertise que chez les autres. Il y en a qui critiquent les pilotes, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que moi je trouve qu'il y a quand même des pilotes qui sont, je dis pas que c'est les meilleurs du plateau, mais il y a quand même deux trois pilotes qui envoient du lourd. On est toujours aussi content d'avoir parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un super son mais voilà, ils ont été à leur place. Ils ont été à leur place et même après la course, Adam Carter, le responsable endurance d'Aston Martin Racing, a clairement dit c'est encourageant de voir la voiture en réservoir vide faire ses perfs, mais on s'attendait pas à briller en course et notamment on a un déficit de vitesse de pointe en ligne droite qui est conséquent et qui nous a pénalisé. On attendait un poil mieux en qualif quand même, non? Ouais, on attendait un poil mieux en qualif, ils en mettent quand même une en Hyperpole 2, mais oui, t'as raison, maintenant c'est les qualifications, c'est toujours un exercice qui est assez spécial et tout à l'heure on disait, Toyota a travaillé pour la course.
Attention, Toyota a travaillé pour la course, c'est pas pour ça qu'ils étaient contents d'être restés aux portes de Hyperpole 2, parce que notamment Hirakawa, je peux vous dire qu'il était sacrément énervé de s'être fait gêner par l'un des deux frères Taylor, donc il n'a pas pu aller au bout de sa tentative. Il y a Kobayashi qui a fait un track limit, mais dans les faits, oui, on aurait pu s'attendre à avoir deux Aston en Hyperpole. Il y a même après la journée de test, il y a même des gens qui les voyaient en pole, mais bon, c'était quand même un petit peu presque entre guillemets naïf de croire ça. Suite du ce déroulé du classement avec, le clan Peugeot, Laurent Peugeot, 11e et 12e à 4 et 5 tours. Ça sera, quelque chose à lire, sous peu sur Endurance Info. Peugeot a toujours terminé les 24 heures du Mans avec ces 2 voitures. Ouais, c'est le seul constructeur hypercar à avoir terminé les 24 heures du Mans avec ces deux voitures depuis 4 ans. Mais voilà, il manque encore beaucoup pour cette 9X8. Bah, il manque tout, quand même. Enfin, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Peugeot fêtait cette année son 100e anniversaire de la première participation aux 24 heures du Mans, avec toujours deux 9X8, avec la pole qui a été faite à Spa-Francorchamps. Et puis tu te retrouves au meeting d'après avec du fond de plateau. Donc t'as toujours été au fond. La communication après les qualifs était quand même assez bizarre avec un communiqué de presse de 4 lignes en disant qu'il n'y a pas de satisfaction, mais il n'y a aucune déclaration, il y a 3 lignes. Et ce qui est quand même, enfin, je pense que ça a quand même un peu, Moi, ça m'a fait penser à un décès, quoi. ça a stupéfait toute la salle de presse, on va pas se mentir, hein. Toute la salle de presse a pas compris ce communiqué, la façon dont il était tourné. Donc déjà, quand tu lis ce communiqué-là, tu dis bon, alors les 24 heures, ça va être dur. Et au final, bah oui, Peugeot était fiable. En 2024, Peugeot fait 11e et 12e à 2 tours, et 2 ans plus tard, Peugeot fait 11e et 12e à 4 tours. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors oui, Peugeot a mis toutes ses 9X8 à l'arrivée depuis 2023. Et pour un constructeur de cette envergure-là, je pense qu'on attend plus. C'est dommage, enfin, c'est quand même dommage pour les mecs qui bossent, parce qu'il y a quand même une équipe, il y a quand même des hommes derrière. Et en final, Peugeot, pendant 24 heures, a fait des ronds, a tourné, a tourné. Les voitures n'ont jamais été rentrées dans le garage. Je crois qu'il y a eu, je crois, un peu plus d'arrêts. Je crois qu'elles ont passé les 45 minutes au stand, l'une comme l'autre environ. Mais elles ont tourné, elles ont tourné, elles ont tourné, elles ont tourné. Il faut finir 11e et 12e, à 4 tours. J'ai rien, enfin, rien de plus à dire et on attend, je pense, du côté de chez Peugeot la nouvelle voiture. Parce que là, là, ça commence à être long quand même. Il y avait quand même beaucoup d'invités, il y avait quand même beaucoup de gens du board qui étaient là. Il y avait une grosse exposition. Pierre, on était allé la voir, nous, samedi matin, une grosse exposition Peugeot pour le centenaire avec WM 905, 908, le Speeder et puis des voitures aussi historiques. Et je pense que on attendait plus et je pense que les gens attendaient plus après la pole de Spa. Tout le monde a encore en mémoire cette pole de Spa de Malte Jacobsen et tu arrives au Mans et dès la journée test, compliqué. On peut parler de BOP, on peut parler de tout ce qu'on veut, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On parlait à l'instant d'Aston Martin. Aston Martin, ok, ils sont pas dans la lutte pour la gagne, mais ils ont le mérite de progresser. Chez Peugeot, on voit pas. On voit pas ça. Tu fais bien de le dire, moi je pense à parce qu'en plus il y a des personnes de qualité hein, dans l'équipe, je pense à tous ceux-là, je me dis mais gardez la motivation. C'est compliqué, hein, les années se suivent et comme tu disais, je crois que ça fait 8e en 23, 11e en 24, 11e en 25, 11e en 26. T'as l'impression de revivre le même calvaire tous les ans, quoi. Et encore, 2023, tu t'amuses un peu, il y a la pluie, tu prends la tête. Là, le calvaire, on dit souvent qu'une course de 24 heures, ça peut être très excitant quand t'es devant, ça peut passer très vite. Mais quand t'es derrière et que t'as rien à faire, comme tu dis, ils ont fait des ronds. Ils ont fait des ronds. Ça en est presque, enfin, honnêtement, je sais pas, j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire, c'est assez désespérant et encore une fois, et ça me désespère pour tous les gens de qualité qui font partie de ce programme. Et l'écart à l'arrivée depuis 2023, le plus faible écart par rapport à la voiture de tête, c'est quand même 2 tours. Ouais, après c'est toujours compliqué avec les systèmes de safety car et tout de juger, mais oui, non, c'est, Même si c'est difficile de jurer, ça veut dire quand même que t'es jamais dans le rythme pour essayer de jouer. t'es jamais dans le rythme. Je te dis, là, au final, la fois où ils ont été peut-être le plus dans le rythme, c'est 2023 quand, voilà, avec la voiture sans aileron. Donc je veux bien hein, qu'il y ait encore une fois des histoires de BOP, de trucs, mais là il y a un truc qui fonctionne pas. Donc voilà, on sait qu'ils travaillent sur une. Après on le sentait hein, dans leur discours en début de saison, c'était un petit peu. On sait qu'il faut faire le dos rond en attendant la nouvelle voiture. En tous les cas, ce sera une très très grosse Evo. Faut être fort hein, pour garder la motivation.
Faut être fort moi je peux que leur souhaiter que ça sourit à un moment ou à un autre, mais en fait j'ai l'impression que chaque année on dit maintenant il est temps de réagir, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais, et en fait, bah, tous les ans on a le même discours, quoi. J'ai l'impression d'avoir écrit c'est maintenant ou jamais en 2023, c'est maintenant ou jamais en 2024, c'est maintenant ou jamais en 2025, et j'ai envie de mettre la même chose en 2026. Mais en fait, c'est ouais, on est un petit peu désemparé, et en tous les cas, l'abnégation de poursuivre ce programme et tout ça, voilà, c'est chapeau. Laurent Thibault, on va conclure le passage en revue de l'hypercar avec Genesis Magma Racing. Une voiture à l'arrivée. L'objectif est atteint dans le clan Genesis. Il l'avait martelé un petit peu durant toute la semaine. Le but était de voir l'arrivée. Une des deux GMR 001 l'a vue, la numéro 19, qui a pourtant été arrêtée en piste avec un reset à effectuer à 2 reprises au minimum. Et la numéro 17, elle, a cassé une suspension, donc a évidemment abandonné durant la matinée. Thibaut, comment tu analyses cette première de Genesis? Il y avait quand même des sourires après la course dans le clan coréen. Évidemment, Genesis est l'émanation de Hyundai, on le rappelle. Pour une première, ils ont vu l'arrivée avec cette voiture, alors que Cyril Abitboul, le président de Hyundai Motorsport, ne cachait pas une certaine inquiétude avant la course. Mais au final, la voiture est allée au bout. Bon, moi, je dis super, bravo à eux. La voiture, elle est diabolique. Elle est diabolique. On a vu le chrono de Mathis Jobert, notamment en hyperpolin. Elle a un potentiel de dingue. Ils en sont au début du développement. Elle a plein de soucis de technique, hein, de fiabilité. Et en fait, moi, la situation de Genesis avant le départ me faisait un petit peu penser à la situation de Alpine en 2024. Alpine, ils avaient baissé rideau vers 21 h, je crois, hein, le samedi. En tous les cas, mais tout en montrant que la voiture était perfo. Et ben là, on sent que Genesis, sa voiture, elle est encore plus perfo. Et là, ils ont réussi à amener une voiture au bout, et une voiture, je sais plus, elle abandonne le dimanche matin, je crois, de mémoire, hein, la voiture sœur. Donc il y a énormément d'infos qui ont pu être emmagasinées, ce que n'avait pas pu faire Alpine à l'époque. Moi, je pense que c'est une des bonnes surprises, si on peut dire, de cette 94e édition de Genesis. L'équipe a été bâtie de zéro. Honnêtement, ils ont tout monté, ils ont tout fait en interne. Et voilà, Orica a encore fait une super LMDH. Moi, je trouve ça super encourageant pour la suite. Honnêtement, je trouve ça très très encourageant pour la suite. Maintenant, il faut travailler la fiabilité, mais c'est un petit peu un discours qu'on avait eu en 2024 quand Alpine avait abandonné tôt le samedi, alors que Lamborghini était allé au bout, mais avec une voiture un peu à la peine sur le plan de la performance. Mais en fait, moi je pense que la meilleure situation, c'est de monter celle qu'a Genesis aujourd'hui, à savoir qu'ils ont montré que la voiture avait du potentiel. La fiabilité, c'est facile. En plus, les soucis de fiabilité peuvent, pour la majorité d'entre eux, se régler sans avoir à utiliser des jokers, même si c'est pas trop un problème pour Genesis, hein, qui est un nouveau venu. Non, moi je pense que, moi, à mes yeux, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une des bonnes surprises de cette édition, et ils peuvent être super fiers d'eux, et surtout, là où ce sera très utile, c'est qu'ils ont emmagasiné énormément d'informations. Il y a encore plein de trucs à faire et à progresser, mais en tous les cas, ouais, c'est chapeau, bravo. Et en plus, ils avaient jamais bouclé autant de kilomètres en essai, donc ce qui est quand même plutôt beau. Et bon, on connaît aussi la valeur des pilotes du programme, mais je pense quand même qu'on peut dire un mot sur Mathis Jobert, qui est quand même le seul pilote classé Silver, même si on va dire, ok, c'est un faux Silver, ça on est bien d'accord. Mais le seul pilote classé Silver dans la catégorie Hypercar, qui en plus était blessé avant, puisqu'il s'était blessé au pied, qui a dû réadapter son freinage en freinant du pied droit. Franchement, Mathis Jobert, alors, je sais pas si on peut parler de révélation parce qu'on connaissait déjà son talent, mais franchement, a bien explosé, a été très très bon, très sérieux, très performant, très solide. Et pour moi, ça reste l'une des très belles, alors je vais pas dire surprise, mais des très belles notes de cette édition au niveau des pilotes. On passe, messieurs, au LMP2 pour ce débriefing des 24 heures du Mans 2026 avec Laurent, Inter Europol, qui enchaîne une troisième victoire en 4 ans après 2023 et 2025. Mais cette fois, l'équipe polonaise signe le doublé. La numéro 43 de Tom Dillman, Niki Yeloli et Kuba Śmiechowski qui signent une deuxième victoire de rang avec la numéro 343 qui, elle, valide donc le 1-2 de l'équipe polonaise avec Reshad de Girus, Bijoy Garg et Nico Muller. Laurent, on a vu Inter-Europol pas forcément les mieux placés en qualification, mais dès les premiers tours, on a compris que la stratégie entrait en jeu dans le déroulé de la course avec des relais qui, comme nous l'a confié Jérôme Plassard hier au Mans,
était visé pour 12 tours et au final, ça a fait la différence puisqu'on voit qu'encore une fois, les 2 Oreca, jaunes et vertes ont fait un arrêt de moins, au minimum, face à la concurrence. Inter Europol a la bonne recette, Laurent. Ouais, c'est la recette de la boulangerie, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut le voir. Elle était facile. Bah après, bon, on connaît l'équipe. L'équipe est toujours sur le podium, je crois, depuis 2023 en LMP2. Et là, il y a le doublé. Bon, après, est-ce qu'à la régul... Enfin, c'est un peu. Est-ce que la 343 aurait pu gagner devant la 43 alors que la 43 a quand même Jakub Smieszowski qui est quand même le pilote qui amène le budget? Est-ce qu'on aurait laissé la 343 essayer de gagner devant la voiture du entre guillemets du patron? Je suis pas sûr. Mais bon, évidemment, quand tu roules avec Tom Dillman et Niki Lolly, tu es quand même sur du high level. Et là aussi, enfin là, ça s'est joué à la stratégie parce que là, on parle pas de BOP, on parle pas des différences de moteur ou de différences de pneumatiques. Là, c'est la perfo absolue avec une voiture qu'on est quand même à sa 10e année et qui est toujours fiable parce qu'on a un seul abandon en LMP2, qui est la voiture de Duquesne. Je pense qu'on y reviendra. Mais oui, oui, Inter Europol, tu as l'impression que les années passent, il y a pas de fausses notes. Tout est carré, tout est millimétré et au final, on gagne la 43 gagne quand même avec un tour d'avance sur la voiture sœur, ce qui est quand même pas rien. Oui, c'est le carton parfait et ça c'est monté progressivement en course, hein, parce qu'au début de course, comme tu l'as dit, c'est pas forcément l'équipe Inter-Europol Compétition qui était devant, mais c'est venu petit à petit en fil de course. On a beaucoup vu Duquesne Team à l'avant, et bon après, on sait ce qui s'est passé après avec Duquesne avec la casse d'un disque de frein malheureusement. Mais oui, Inter-Europol a fait le job. Une fois de plus. Ouais, après, c'est un petit peu, ça me fait, c'est un petit peu le Jota de l'époque, non? C'est un peu le Jota de l'époque, ouais. Un peu le nouveau Jota de la catégorie LMP2. Effectivement, la curie polonaise, c'est celle qui a le plus poussé hein, au niveau de la tentative de faire des 12 tours par relais. Il y en a d'autres hein, qui l'ont fait. TDS jamais, enfin pas trop en tous les cas. Ils ont misé un petit peu sur la perf. Mais non, non, chapeau, vraiment chapeau. Super équipage, Tom Dillman. Moi, faut vraiment que quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas un constructeur hypercar qui l'engage. Je sais que même Niki Loli s'extasie devant son talent et il a encore dit en conférence de presse, il a dit c'est le jour de Tom honnêtement. Vraiment bravo à l'équipe Inter-Europol compétition. C'était une belle démonstration de ce que c'est que l'endurance, une belle démonstration de stratégie. Comme vous dites, la seule voiture qui a abandonné, c'est la Duquesne. Pourquoi il y a eu ce problème de frein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la façon dont certains pilotes ont emmené la voiture? J'en ai aucune idée. Mais voilà, en tous les cas, chapeau à eux. Chapeau à Duquesne. Hein. Julien Doha a été fantastique. Il faut vraiment le noter. Il a été excessivement fort. Et si pour finir, moi, sur le P2, grosse déception United. Hein. Oh là 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 là. United Autosport, en ce moment, c'est tout ou rien. Hein. C'est étonnant. Et là, ils ont été absolument transparents. Alors ils ont des pilotes absolument excellents. Je pense à Michael Et Jensen. qu'ils avaient été très bons en ELMS. Voilà, c'est assez étonnant, honnêtement, à quel point United Autosport est passé à côté. Et tu faisais bien de noter la montée en puissance d'Inter-Europol compétition, Lolo, parce que même durant la semaine, ils étaient pas bien. Hein. Ils disaient qu'ils n'avaient pas retrouvé le setup, mais ils ont bossé, mais comme des ânes et ils ont réussi à remettre la voiture dans le droit chemin, si on peut dire. Et voilà, bravo. Honnêtement, chapeau, les statistiques parlent d'elles-mêmes, c'est très fort. Ça m'enrage encore plus que vraiment Honda, mais voilà, ils étaient sur le point d'avoir ce programme en WEC avec Honda, et je peux vous dire que à l'arrivée, je pense que les dirigeants, ils se sont bouffés les doigts. Pour parler de Duquesne Team, parce qu'évidemment, on parle Duquesne Team, l'équipe de Jules Duquesne, mais il y a quand même derrière aussi en exploitation maintenant et dans le team, puisque c'est un peu une co-organisation avec RSGP, l'équipe de Thibaut de Mérindol, qui débutait aux 24 heures du Mans et qui est quand même assez jeune en endurance. Oui, ça, c'est aussi je pense, un crève-cœur pour eux d'avoir abandonné. Maintenant, ils ont montré qu'ils étaient au niveau. Et c'est sûr que le renfort de Julien a forcément été un plus. Et juste, je vais mettre un petit coup positif sur un truc, c'est que Duquesne Team est certainement l'équipe qui avait le plus petit réceptif dans le paddock. Et j'ai trouvé ça, alors, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Parce que quand tu vois les mastodontes qu'il y avait à côté, qu'il y a tout autour, et franchement, tu prouves que même si tu as un réceptif qui est peut-être moins clinquant, bah, tu peux quand même être en mesure de gagner les 24 heures du Mans dans une catégorie. Ce qui reste essentiel hein, dans le monde de la compétition automobile quand même. Et full crédit à eux. Et pour en avoir parlé justement avec Thibaut de Mérindol et Gilles Duquesne, justement, je leur faisais part de ça en leur disant bravo, parce qu'au moins quand on va chez vous, on n'a pas besoin d'un pass, d'un bracelet, d'un truc et tout, tu rentres et tu vas discuter.
Et, là, c'était un peu ironique, hein, mais la réponse, je sais plus si c'est Thibaut ou Gilles, mais ça a été, bah, nous, l'argent, on l'a mis dans Julien Glower, on l'a pas mis dans le réceptif. Bon, après, pour en avoir parlé après avec Julien, il dit, je pense que mon contrat, ça devait pas être ça, mais c'était juste pour la petite blague. Mais c'était, ouais, franchement, c'est une belle perf de RSGP du Ken Team, qui était absent l'année passée, en plus des 24 heures du Mans, qui n'avait pas été sélectionné. Et franchement, bravo à eux. Alors, bravo à eux, même s'il n'y a pas le résultat final, mais je pense qu'ils peuvent être clairement satisfaits de la prestation. On va conclure le podium LMP2 quand même avec un petit mot, Laurent, sur Forestier Racing by Panis, derrière qui se cache TDS Racing avec la troisième place pour Esteban Masson, Oliver Gray et Louis Rousset, une voiture qui termine sur le podium, mais à un tour des vainqueurs. On a vu que l'an dernier, VDS, Panis Racing, avec qui TDS était déjà allié, est passé tout près de la victoire avant un souci, on se souvient, sur la voiture qui avait empêché l'équipe de s'imposer. Bon, cette année, ils n'ont pas pu se battre à part entière avec Inter Europol, mais encore une fois, l'équipe était présente. Ouais, l'équipe était présente et on en a discuté hier avec Jacques Morello, hein, qui est le copropriétaire de TDS. Et on en a discuté dimanche après l'arrivée avec Xavier Combet. Bon, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Le job a été fait, la perfo a été là. Bon, il y a eu quelques petits couacs qui ont fait que ça n'a pas pu aller au bout. Par contre, très, 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 très bon Esteban Masson, encore une fois, qui a, qui a vraiment été très bon. Et si on parlait d'un Tom Dillman en hypercar, je pense qu'Esteban Masson, incessamment sous peu, il va quand même falloir y penser parce que le mec a vraiment le niveau. C'est passé pas loin, mais du côté de chez TDS, on connaît la musique, on sait que c'est des fois ça passe, des fois ça casse. Là, il en a pas, il en a manqué un peu. Et pour continuer sur TDS, sur la voiture qui est en Pro-Am, où il y avait notamment Kevin Estre aussi, on a eu quand même de bons débuts de Tobias Lütke Tobias qui débutait en tant que pilote bronze au Mans, qui fait pas le LMS, qui fait l'IMSA et qui a rempli sa mission comme il fallait en tant que pilote bronze, qui a pas vraiment fait d'erreur et qui a été au rendez-vous. Et à côté de ça, en Pro-Am, on a quand même encore la victoire d'APR qui part encore avec un trophée, hein, notre ami Stuart Cox, qui va pouvoir rajouter un trophée dans l'armoire avec la voiture de CrowdStrike et de George Kurtz, qui était avec Alex Quinn et le renfort de Lorin Henrich. Bon, ça fait un trophée de plus pour APR aussi, qui fait toujours partie des références en LMP2. Alors moi, je vais rajouter un petit truc, puisqu'on parle des pilotes qui ont été en vue. Donc Tom Dillman, hein, on le connaît. Esteban Masson, c'est la deuxième année hein, qui brille en LMP2 et c'est vraiment une des futures stars de la catégorie. On en parle de Lorin Heinrich ou pas là? Non mais sans déconner là, le mec qui fait sa première année en proto, sa première année au Mans, sa première course en P2, le gars il a été mais avionesque. Le gars il est quand même pour sa première année en sport proto, il se fait les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring et les 24 heures du Mans. Alors certes en victoire de catégorie, mais c'est très très lourd quand même. Hein. On a quand même là les noms qu'on a cités, notamment avec Esteban, on peut se dire que là les futures stars de endurance, on les tient là. Et et on peut ajouter Victor Martins qui a été brillantissime aussi. Mais non, chapeau en LMP2 à Esteban Masson et à, et à Lorin Heinrich, ça a été bluffant et ça a été très beau à voir. Et je pense qu'on n'avait jamais eu un tel niveau de pilotage dans la catégorie LMP2. Alors certains, en plus, on a eu d'autres pilotes hein, dont on ne parle pas, parce qu'on connaît leur talent. Hein, mais Muller chez Interopol a été brillantissime. Donc ça a été super à suivre aussi grâce à ça. On a quand même le niveau de la catégorie P2 qui monte sans arrêt. On ne sait pas trop où ça va s'arrêter et c'est aussi une des preuves qu'aujourd'hui l'endurance est clairement une alternative à la F1 et quand on voit tous les pilotes de ce standing qui tiennent à disputer les 24 heures du Mans, même si c'est entre guillemets que du P2, chapeau. Mais bon voilà, en tous les cas, tu te fais bien de mentionner Esteban Masson, Lolo, et qui a brillé en qualification notamment en Hyperpole 2. Et Lorin, et voilà, et j'y ajouterai quand même Lorin Heinrich qui a été brillant. Ouais, et je pense aussi qu'on peut quand même saluer aussi le top 5. Alors, c'est un top 5 certes, mais de CLX avec les trois plus jeunes, les trois rookies quand même, avec Yann Aguilera, Adrien Claus-Mesnil et Theodore Jensen quand même. C'était compliqué pour eux quand même au niveau de la journée test et tout, parce qu'ils découvraient, fallait faire chacun fasse ses 10 tours. C'est l'équipage le plus jeune. Et finalement, c'est un top 5 à l'arrivée, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Pour le reste, ouais, tout a été dit. On a une belle quatrième place quand même de Vector Sport. Et Pierre, ça va te faire plaisir,
Tu nous as un peu gagné les pronostics grâce à un peu, avec l'aide de Vector Sport, mais là, tu as eu raison. Non, mais le mec a misé sur Victor Sport. Non, 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 mais il a misé sur une bonne place de Vector Sport à l'arrivée. J'ai misé sur une 4e place de Vector Sport. Bon, c'est peut-être c'est peut-être la voiture qui a le plus poussé la stratégie à 12 tours par relais avec Inter-Europol, hein, donc c'était peut-être la stratégie adoptée aussi, hein. Mais l'équipage, comme disait Pierre avant, on en a longuement parlé avant, avant justement de faire ses pronos. Et c'est vrai que quand tu regardes l'équipage, c'était pas déconnant sur le papier. Ryan Cullen, Vlad Lomko et Pietro Fittipaldi. C'est pas la plus belle voiture du plateau, par contre, en termes de déco d'ailleurs. Je pense que là, on peut même la mettre assez loin. Mais bon, à la limite, c'est un peu comme le réceptif, on s'en fout un peu. L'idéal, c'est que la voiture, elle gagne. Et là, ça finit au pied du podium. Donc, bravo Vector et bravo Pierre. Et on mentionnera pour conclure sur le P2 quand même que la voiture de Romain Dumas a vu l'arrivée, la 24e participation du pilote alésien. Messieurs, on va conclure ce numéro de Track Limit by Minervoy, le podcast d'Endurance Info avec la catégorie LMGT3 et une nouvelle victoire pour Corvette. Corvette, c'est la 10e victoire de classe depuis 2001 et le lancement du programme. Et Ben Keating, Johnny Edgar et Nick Katzberg se sont imposés avec la voiture exploitée par TF Sport. On rappelle que c'est quand même une des belles histoires de cette édition, puisque Ben Keating a manqué les 2 premières courses suite à une blessure au coude. Et pour son retour à la compétition, l'Américain qui a emmené la voiture durant la quasi-totalité du début de course, avant de céder sa place à Johnny Edgar et Nick Katzberg qui ont fait le travail pour finir, décroche une nouvelle victoire de classe aux 24 heures du Mans. Thibaut, on a vu les Corvettes très véloces en vitesse de pointe dès la journée test. Et en plus de ça, Nick Katzberg et Johnny Edgar ont vraiment été incroyables durant toute la deuxième moitié de la course. Ouais, alors, on va revenir à la petite vidéo qu'on a fait après l'Hyperpole, les qualifications. Là, j'avais été assez dur avec Ben Keating. Bon, en même temps, je crois que les Corvettes, elles restent toutes bloquées en qualif, où il y en a qu'une qui passe. Mais non, mais elles restent toutes bloquées en qualif parce qu'il y en a une qui est disqualifiée et les 3 autres ne font pas le chrono. Donc, moi, j'aurais jamais misé sur Corvette. Mais comme le dit à juste titre Ben Keating à l'arrivée, hein, Le Mans, ça se gagne en étant impeccable. Et l'équipe TF Sport l'a été. Quand même, je crois, c'est quoi la 4e victoire de toute catégorie confondue pour TF Sport au 24 heures du Mans, quelque chose comme ça. Donc c'est assez bluffant. Et non, ils ont été top. Honnêtement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ça a été une bataille entre TF, Art of Racing et Acodis ASP. Petite déception parce que l'équipe française a été brillante. S'offre un beau podium, hein, attention, pour ce qui était les derniers 24 heures du Mans de la Lexus RCF GT3. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé les voir tout en haut. Mais TF, rien à dire, hein, honnêtement, ils ont été parfaits. Et moi, ça m'a surpris parce que après les qualifs, je m'attendais quand même pas à avoir une Corvette au sommet de la hiérarchie le dimanche à 16 heures. Surtout que Ben Keating, je crois qu'il a fait un quintuple relais en début de course, fait tous ses temps et après terminé puisqu'il revient de blessure, ce qui était quand même pas rien. Et bravo aussi à Nick Katzberg et Johnny Edgar qui ont fait quand même un super taf aussi. Nick Katzberg, ça fait partie des références, c'est pas forcément le mec dont on parle le plus, qui est chez Corvette, c'est un peu comme Antonio Garcia aux États-Unis, où Antonio Garcia, il est un peu transparent, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Mais le mec, ça envoie quand même. Mais ça fait le taf. Ouais, ça envoie du bois quand il faut y aller. C'est un peu la même chose pour Nick. Bon, qu'on connaît quand même un peu plus en Europe, évidemment. Et quel palmarès sur 24 heures. Ah, mais c'est un truc de fou. Nick Katzberg, franchement, et pourtant, pour avoir échangé avec lui dimanche matin, je vais pas répéter ses mots parce que c'est pas très poli en termes de mots, mais il était notamment après la neutralisation, après la sortie de la Porsche d'Ariane Guven. Pour être corporate, je vais juste dire qu'il n'était pas spécialement content des conditions de course en fait à ce moment-là et que à la régulière c'était terminé et qu'il pouvait pas gagner. Bon, la course a décidé autrement, il a gagné. Quand on voit l'investissement de TF Sport cette année avec le P2, avec la voiture de Johor, avec la voiture Racing Team Turquet qui roule en WEC, franchement, l'équipe de Tom Ferrier, là aussi, on parlait tout à l'heure de United qui faisait beaucoup. TF Sport, c'est solide, hein, c'est solide partout, hein. Franchement, bravo. Et la déception, c'est Mantai, hein. Ça y est, enfin battu en LMGT3. Ouais, c'est le seul gros accident, on l'a dit précédemment, Thibaut, de la course, hein, la sortie de piste de Diane Chan-Guven sur un problème de direction, hein. Il n'a rien pu faire pour éviter l'incident, mais effectivement, puisque si TF Sport s'impose cette année, ça met fin aux victoires consécutives de Manthey. Et les Porsche n'ont jamais été vraiment aux avant-postes, puisqu'il y a eu un problème également sur la numéro 92 qui a contraint la voiture à s'arrêter plusieurs minutes au stand. Là, ça a été une année sans, hein. Et ils m'ont niqué mon prono, donc je ne les félicite pas. Ouais, non, puis pour les 75 ans de Porsche Motorsport,
et que 2 voitures en GT et voilà le résultat, c'est sûr que ça fait un peu tâche, mais voilà. Mais Art of Racing a été fort, hein. Art of Racing et Acodis, ils ont été forts, hein. On y vient Thibaut justement, la transition est trouvée avec, Acodis ASP qui termine deuxième avec, la Lexus numéro 78 où évoluait notamment Adrien David qui a encore été une fois, très performant, en piste. On le fait de passer le pilote bronze pour Corvette et pour TF Sport a beaucoup joué, hein, dans le résultat final et c'est vrai que la Lexus n'échoue, pas très, très loin mais avec cette stratégie très décalée de TF qui les a vraiment placés, sur une bonne dynamique pour la seconde partie de la course. C'était un peu plus compliqué pour Acodis ASP mais les 2 voitures ont répondu présent tout au long de la course, Laurent, pour l'équipe de Jérôme Polican. Oui, oui, et pour avoir échangé assez longuement avec Jérôme après l'arrivée, c'était clairement la satisfaction. Alors oui, il y a pas la victoire, il y a la 2e place et maintenant, c'est sûr que quand Acodis ASP a pris en charge le programme Lexus avec une voiture qui était quand même pas de dernière génération, il a fallu tout apprendre, tout développer, tout travailler. Ça termine, 2e et 4e, donc les 2 Lexus sont à l'arrivée. En plus, quand tu remontes un peu le fil du début de saison en WEC avec la Codis ASP et les Lexus, on peut dire que c'était un peu poissard, un peu chat noir. Parce que la perf était là, mais ça n'a jamais pu se concrétiser en course. C'est plutôt un bon résultat en attendant l'arrivée de la nouvelle Toyota l'année prochaine. Le job a été fait, les pilotes ont été bons. Et il a manqué un tour à la numéro 78. On a vu au début de course quand même la 87 qui était quand même plutôt pas mal. Voiture aux couleurs Minerva Oil, hein, donc partenaire de ce podcast. Mais bon, écoute, c'était la satisfaction quand même qui était de mise chez Acodis ASP après l'arrivée. Et Thibaut, comme tu me le disais, The Art of Racing a été très fort jusque tard dans la course avec ces 2 voitures, hein, les 2 voitures également qui étaient dans le coup. La 27 a finalement renoncé dans la matinée. Et finalement, la numéro 23 avec Eduardo Barrichello notamment et le revenant Johnny Adam qui termine troisième devant la seconde voiture d'Acodis ASP. Et Thibaut, la Ferrari numéro 21 de Vista F Corset avec François Herriot, Simon Mann et Alessio Rovera, elle, n'a pas pu jouer réellement la victoire. Bon, il y avait un petit peu de difficulté à pousser les relais, notamment au niveau de la stratégie en carburant. C'est sans doute ce qui a manqué à la voiture pour essayer, avec évidemment un peu plus de performance, pour essayer de viser le podium. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on trouve quand même sur les 3 premières marches du podium 3 équipages avec un Silver très fort et il y a quand même des probabilités qu'il y en a qui restent pas Silver parce qu'on a quand même un Johnny Edgar, on a un, un Adrien David et on a sur la 3e marche du podium un Doudou Barrichello. C'est quand même 3 Silver qui envoient du bois et qui vont pas rester Silver longtemps, je pense. Et voilà, après sur la Ferrari numéro 21, on a quand même, on va dire, je crie pas au scandale, hein, loin de là, hein, c'est toujours très très compliqué cette histoire de classification de pilote, mais la Ferrari 21, on a vraiment un équipage où il y a un vrai platine, on a un vrai silver indiscutable, un vrai bronze indiscutable. Voilà, donc c'est pas, je dis pas du tout qu'il y a un scandale ou que ce soit, mais je pense que quand on voit l'équipage de la 21 par rapport à l'équipage qui a devant et la carrière qu'ont fait ces pilotes silver, je pense que c'est un peu dur de suivre le rythme quand même. Et ouais, après, est-ce qu'il y en a qui resteront Silver? Je sais pas, mais souviens-toi non, parce que c'est encore le cas cette année avec Ricardo Pera qui finalement est toujours Silver, hein. C'est pour ça que je dis c'est un truc, c'est impossible à anticiper. Parce qu'aujourd'hui, vous me demandez est-ce que Johnny Edgar il doit rester silver. J'ai énormément de respect pour le bonhomme, hein, qui souffre en plus de la maladie de Crohn. C'est un mec incroyable. Mais c'est pareil, Doudou Barrichello, il va dans les chronos des pilotes platine. C'est des gars qui ont quand même fait une certaine carrière. Donc voilà, je dis pas qu'il y a un scandale ou que ce soit. C'est juste que, on va dire qu'on a des équipages qui sont plus sujets à débat que l'équipage de la numéro 21 où honnêtement Simon Mann n'a aucune raison d'être promu Gold et François Herriot n'a aucune raison d'être promu Silver. Ils ont des profils parfaits pour ces postes-là. Mais par contre, à F Corset, Vista F Corset va devoir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux jouer devant, l'équipage est un peu faible. Et pourtant, encore une fois, ce sont des très bons pilotes dans leurs catégories respectives et qui ne suscitent aucun débat. Mais en fait, comme d'hab, pour gagner, on se dit qu'il faut peut-être trouver le silver qui n'en est pas vraiment un, le bronze qui n'en est pas vraiment un. Et c'est pour ça que je dis juste que quand on voit la 4e place de Vista F Corset, encore chapeau parce que c'est un équipage qui est sujet à aucun débat sur la classification pilote, quoi. Et hier, on a pu discuter avec Pierre Arnaud, hein, qui est l'ingé de la Ferrari 21, et on a un peu refait avec lui le fil de la course de la Ferrari 21.
Et je lui dis, il dit: «On a fait 0 erreur, 0. On a fait ce qu'on pouvait faire avec les armes qu'on avait. On ne pouvait rien faire de Exactement. plus sur la piste et en dehors de la piste». Donc il dit: «Nous, on a rien à se reprocher par rapport à l'exécution et par rapport au travail de nos pilotes. Donc on peut pas faire plus». Et je suis totalement d'accord avec toi et ça rejoint un peu le fait qu'à un moment, la 21, c'est clair que c'est un équipage qui est dans la philosophie, de la catégorie LMGT3. À tous les niveaux. Ouais. Ce qui est pas forcément le cas pour tous les équipages, comme on a pu le voir dans le passé, comme on peut le voir encore cette année sur les voitures qui sont devant. Quand tu mets dans la même voiture, c'est pareil chez Acodis, hein, quand tu mets Adrien David et Jack Hawksworth, c'est sûr que tu quand même Tom Van Rompuy qui est forcément un pilote bronze assumé, et ça, il y a pas de problème, il y a pas de débat là-dessus. Mais c'est un peu, tu vois, même après, même sur la deuxième avec, Petru Umbrarescu, Clemens Schmitt et José Maria Lopez, hein, c'est solide. Et c'est sûr que lutter à armes égales avec la numéro 21, c'est pas spécialement facile. Au rang des déceptions pour finir, messieurs, on peut quand même mentionner McLaren et Garage 59 qui ont connu une course sans, une course totalement anonyme. Ford également n'a pas brillé en LM. Ford, Ford, c'est incroyable. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Puis beaucoup de soucis mécaniques sur les Mustangs. Ouais, McLaren McLaren qui a brillé avec la victoire à Spa et qui là a été totalement transparent. La numéro 10, alors moi, enfin la numéro 10, moi je l'avais pas placée pour la victoire, mais je l'avais au moins placée dans le top 5 quand même, parce que c'est assez solide avec Antareso, Tom Fleming et Marvin Kirchhofer. Et justement, comme tu dis à juste titre, ce qui s'est passé à Spa et Garage 59, c'est une équipe aussi qui connaît la compétition, qui connaît les courses de 24 heures et qui est solide. Et là, Proton Compétition et Garage 59, inexistant. Inexistant. Et Mercedes, avec Iron Lynx, où là, c'est la même chose. Mercedes Iron Lynx, Ça a peut-être été pire encore, parce qu'il y a quoi? Il y en a une qui voit l'arrivée, ouais, et c'est celle du Qatar. et puis voilà la course. Hein. Bonjour la course. Hein. Ça a été. Le débriefing des 24 heures du Mans était au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoy, le podcast d'Endurance Info. On espère qu'on vous a donné toutes les informations pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette 94e édition remportée, on vous le rappelle, par Toyota et le trio Kamui Kobayashi, Nick De Vries et Mike Conway. Laurent et Thibaut, merci pour cette plus d'une heure passée pour débriefer cette course. Laurent, le prochain grand rendez-vous, c'est dans une dizaine de jours avec les 24 heures de Spa, le grand rendez-vous du GT World Challenge Europe et de l'Intercontinental GT Challenge. D'ici là, restez connectés à Endurance Info, il y aura encore pas mal d'articles liés aux 24 heures du Mans et aux différentes analyses. Et on vous donne rapidement rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao à tous! À bientôt!